Bonjour à toutes et à tous, c'est Réalité qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la première fois que je teste un smartphone pliant, c'est le Oppo Find N5 que j'ai juste ici. Ça fait longtemps que je voulais tester ce genre de produit, voir si au quotidien, oui ou non, ça change quelque chose. Merci à Trading Shenzhen de me l'avoir prêté et si jamais vous êtes intéressé par ce téléphone, sachez qu'il y a un lien dans la description, un lien traqué qui vous ramène vers ce téléphone. Si vous passez par ce lien, je vous en remercie grandement car je gagne une commission. Ça me permettra de vous tester de plus en plus de smartphones comme d'habitude. Avant de vous parler de mon expérience avec ce téléphone, rapidement dans la boîte, on trouve quoi? On retrouve le téléphone qui est juste ici. On aura de fourni une coque en simili-cuir, comme ça à l'arrière, avec juste de quoi protéger la charnière. Sachez par contre que la coque protège que la partie inférieure. Lorsqu'on vient plier le smartphone comme ici, eh bien ça ne protège que la partie du bas. Je ne sais pas pourquoi ça, mais c'est un petit peu dommage. On aura un câble USB-C vers USB-A que je n'ai pas déballé ici. Et enfin, un chargeur de 80 watts parce qu'on peut recharger le smartphone jusqu'à 80 watts, voilà. Vous pouvez voir que c'est la prise anglaise, mais sachez que Trading Shenzhen fournit toujours un adaptateur pour brancher à des prises françaises. Et le tout sera fourni dans cette très belle boîte, franchement qui est très très belle, ça fait longtemps que j'avais pas vu une boîte aussi belle. Bon après c'est que la boîte, mais quand on voit le prix du téléphone ça fait toujours plaisir. Rapidement au niveau des caractéristiques, on est sur un Snapdragon 8 Elite au niveau du processeur, le GPU c'est un Adreno 830, on est sur la version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage qui est en UFS 4.0. Nous sommes sur du Dual SIM et pas de eSIM étant donné que c'est la version chinoise. Un écran de 6,62 pouces à l'avant en 1080p et 120 Hz. À l'intérieur l'écran fait 8,12 pouces, 2K 120 Hz. Les deux c'est de l'AMOLED. Et comme vous pouvez voir, c'est une sorte de format 4 tiers. Alors qu'à l'avant nous sommes sur du 29e je crois ou 21e. En tout cas nous sommes sur un format que l'on connaît sur les smartphones classiques. Au niveau des caméras, on en a deux frontales. Une ici et une à l'intérieur également. Les deux font 8 mégapixels et ouvrent à 2.4. Et à l'arrière, nous avons trois capteurs photo, deux de 50 mégapixels. Un pour la caméra principale qui ouvre à 1.9. Un pour la téléphoto qui ouvre à 2.7. Un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à 2.2. Et qui peut prendre des photos jusqu'à 116 degrés. Sachez que la caméra principale et l'ultra grand angle sont stabilisés mécaniquement, mais pas le téléphoto, ça c'est dommage. C'est celui qui aurait le plus besoin d'ailleurs d'être stabilisé. On aura seulement une stabilisation numérique. On aura donc du x0,6, du x1 et du x3 en mécanique, et un x2 et un x6 en numérique. Bien entendu, on peut aller au-delà, mais je déconseille. On a de la Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, une batterie de 5600 mAh qui peut être chargée à 80 watts, également à 50 watts en sans fil. Bonne nouvelle, on a la présence de toutes les bandes pour la 3G, la 4G et la 5G. On a évidemment la puce NFC. Pour l'OS, c'est de l'Android 15 avec la surcouche ColorOS. Et enfin, pour les dimensions, je vais regarder parce que là, je les connais pas par cœur. Nous sommes sur du 160,87, 74,42 et 8,93 mm lorsqu'il est plié. Et lorsqu'il est déplié, nous sommes sur du 160,87, 146,58 et 4,21 mm, donc longueur, largeur, épaisseur. Et enfin, pour les dernières fonctionnalités liées au fait que c'est un téléphone chinois, on peut payer en sans contact, les applis bancaires marchent parfaitement. On a Android Auto qui est présent sur le smartphone et qui marche très bien, aucun problème là-dessus. La seule chose que l'on n'aura pas, c'est de l'eSIM. Mais bon, j'ai envie de dire, moi je suis toujours sur une SIM classique et physique, donc ça me dérange pas. Ah si, j'ai oublié le poids, 229 grammes. Voilà, c'est tout ce qui me manquait. On va maintenant passer à la construction du téléphone. Et j'ai envie de dire, au final, ça ne change pas par rapport à d'habitude, par rapport à des smartphones classiques. Entendez par là que on retrouve un téléphone qui est très bien construit, très bien fini. Les deux parties du smartphone sont parfaitement parallèles, j'ai rien à dire. On a du métal à l'arrière et sur les côtés, donc on en a partout. On n'a pas un bout de plastique ou quoi que ce soit. L'appareil photo, on a un gros stylo qui ressort
ressort de la coque, mais c'est pas ce qu'il y a de plus épais. J'ai déjà vu des appareils photo qui ressortent beaucoup plus que ça. Le fait qu'il soit centré et aussi peu épais fait que lorsqu'on le pose sur la table et qu'on tape du texte, eh bien, on est très peu bancal. Par contre, lorsqu'il est déplié, là, ça va être beaucoup plus bancal. J'ai envie de dire normal parce que là, l'appareil photo est complètement excentré du smartphone. Au niveau de la pliure, on a très peu, voire pas d'accumulation de poussière. Les seuls endroits où on en aura, c'est tout en haut et tout en bas de la charnière au niveau des deux parties différentes du smartphone. Mais c'est très léger et on peut facilement l'enlever. À gauche du smartphone, lorsqu'il est plié, on n'aura rien du tout, juste la charnière. À droite, on aura le bouton on-off, le volume plus et moins et le slider pour mettre le téléphone en sourdine, en vibreur ou en sonnerie. En bas, nous retrouverons évidemment le port USB-C, un haut-parleur, le tiroir double SIM et quelques micros. En haut, on va retrouver un second haut-parleur ainsi que quelques micros et un capteur infrarouge, donc on peut s'en servir de télécommande. Et lorsqu'il est déplié, on retrouve l'appareil photo de face qui est en haut à droite du smartphone. Le slider va se retrouver à gauche et le capteur d'empreinte digitale se retrouve sur le bouton on-off. En termes de design, je trouve que c'est un smartphone qui est très beau, très classe. Le fait qu'il soit tout en noir comme ça, que ça soit l'arrière, les bordures. Non, franchement, j'ai rien à dire. C'est très propre. Évidemment, les goûts, les couleurs de chacun, ça se discute pas. Certains vont le trouver moche, d'autres vraiment très beau. Même lorsqu'il est déplié, les bordures de l'écran sont assez fines, donc ça c'est plutôt chouette. Et même plié, les bordures restent fines également. C'est juste que on aura le côté gauche où les coins seront rectangulaires, alors qu'à droite ils seront arrondis. Je pense que ça aurait été plus sympa de faire quelque chose de plus harmonieux en mettant tous les coins rectangulaires. Mais bon, ça après, encore une fois, ça se discute. En termes de prise en main, là également, le smartphone, il est excellent. Lorsqu'il est plié, il fait 9 mm d'épaisseur, ce qui est plutôt classique, j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas énorme du tout. Là où la plupart des smartphones sont à 7 ou 8 mm d'épaisseur, là on est à 9, donc c'est à peine plus épais, ce qui fait que en main, et avec ce ratio d'écran, eh bien déjà pour utiliser l'écran principal, eh bien ça se fait de façon classique, comme un smartphone classique, j'ai rien à dire, avec le bouton on-off qui est facilement atteignable avec le pouce. Par contre, le slider et le volume plus et moins, ça va être beaucoup plus compliqué. Il faudra utiliser son autre doigt ou alors faire de la gymnastique pour les atteindre, ce qui n'est pas l'idéal. Pour la manipulation de l'écran, comme tout écran de plus de 6 pouces, bon bah le pouce, il atteint au maximum, du moins dans mon cas, la première partie de l'écran. La deuxième partie, il faudra soit faire une gymnastique ou alors utiliser son autre main. Donc voilà, il n'y a rien de bien méchant. En plus, ce ratio d'écran fait qu'on peut parfaitement utiliser le smartphone plié. On s'y retrouve très facilement. Il n'est pas plus long que les autres smartphones. Et ça, c'est un excellent point. Ce qui fait que l'interface n'a pas besoin d'être adaptée sur ce cas de figure-là. Ce qui est toujours mieux pour éviter un maximum de bugs. Et lorsqu'on déplie l'écran comme ceci, eh bien, on se retrouve avec une prise en main qui est différente. Déjà, pour le prendre à une main, ça peut se faire. Et utiliser l'autre main pour naviguer dans les menus. Que ça soit comme ceci, lorsque je le tiens comme ça, ou lorsqu'on le prend vers le bas avec le petit doigt qui sert de support, les deux se font, même si avec ces bords qui sont maintenant assez fins, moins de 5 mm, je le rappelle, eh bien ça peut très vite faire un bon petit point de pression sur le petit doigt. Donc moi personnellement, je préfère le prendre comme ça. Les bordures ne glissent pas du tout, donc ça se tient très bien. Et j'ai toute la main de dispo pour venir naviguer dans l'écran. En plus de ça, on peut venir pivoter l'écran si jamais il y a besoin, donc on peut l'utiliser dans le sens que l'on souhaite, et ça c'est le cas dans quasiment toutes les applications. Il y en a quelques-unes qui ne seront pas compatibles, ou du moins qui ne seront pas prises en charge par ce type d'écran. Et pour le replier, c'est simple, on vient tout simplement, hop, le replier avec ses deux mains. Ça peut être facilement faisable également à une main, en faisant clac comme ça avec le pouce, et bah on a juste à le plier. D'ailleurs, lorsqu'on le déplie, la plupart du temps, tais-toi. Donc je disais, voilà, l'application vient se mettre en plein écran, et lorsqu'on le referme, eh bien, il y a plusieurs choix. Le premier choix, c'est que lorsqu'on ferme l'écran, tout simplement, l'écran du devant s'allume et on continue à faire ce qu'on fait. Soit on ferme le téléphone et le smartphone vient tout simplement se mettre en veille. Ou alors on a un mix des deux. Lorsqu'on vient le fermer, on a 3 secondes pour faire un slide vers le haut et reprendre ce qu'on était en train de faire. Évidemment, ça se change dans les paramètres. À vous de choisir ce que vous préférez en termes d'utilisation.
Personnellement, j'ai opté pour le mixte parce que parfois je le ferme parce que je veux plus l'utiliser. Parfois je le ferme parce que je veux revenir sur l'écran qui est ici par question de simplicité. Donc le fait qu'on a un mixte entre les deux est vraiment pas mal. Évidemment, le fait de le déplier comme ça fait qu'on a un confort visuel beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus facile de lire, de regarder des images ou autre. Même pour jouer, hein, quand les jeux prennent en charge ce format d'écran et qui prennent tout l'écran, c'est franchement top. Et au niveau des jeux, c'est quand même plus compliqué, c'est là où j'ai trouvé le plus d'applications qui ne sont pas compatibles avec cet écran. Sinon, la plupart des applications, voire la quasi-totalité des applications que j'ai s'adaptent à cet écran, et certains sont vraiment optimisé parce qu'on peut scinder une application en deux avec par exemple les menus à gauche et le contenu des différents menus à droite. Je vous montre un exemple ici avec les paramètres où on a les menus à gauche et à droite, on se retrouve avec ce qu'il y a dans chaque menu. Ce qui fait qu'en termes de prise en main, on est sur quelque chose de vraiment très bon parce que soit on l'utilise de façon classique et la faible épaisseur fait que on n'est pas dépaysé, soit on veut l'utiliser en mode tablette pour avoir un meilleur confort visuel, et dans ce cas-là, on le déplie, et c'est tout bénef. On le prend à une main, c'est vraiment pas épais. Même le poids, je le trouve plutôt raisonnable pour le manipuler, hein. 229 grammes, c'est pas non plus excessif. Il y a des smartphones classiques qui se rapprochent fortement de ce poids-là. Donc, ce qui fait qu'au final, on a vraiment un très bon mixte entre un smartphone classique et une tablette. Au niveau de l'OS, donc c'est du ColorOS sous Android 15. C'est la même surcouche que les OnePlus qui sont vendus en Chine. Donc, je vais pas m'étaler plus sur le sujet. Je vous renvoie vers ma vidéo test du OnePlus 13. Mais on est sur un OS qui est très classique, avec beaucoup de personnalisation, avec les menus que l'on peut changer ici, soit avec aucun tiroir d'application, soit avec un tiroir d'application, ça on peut le changer. On a à gauche tout simplement le tiroir des notifications, à droite on aura le tiroir des raccourcis au niveau des réglages. Ce qui est pas mal, c'est que ColorOS a ajusté le multitâche et lorsqu'il est déplié, on retrouve quasiment tous les panneaux en multitâche. Ça franchement je le trouve super pratique. On passe pas son temps à scroller pour tout simplement aller chercher des applications. On a évidemment des paramètres spécifiques à l'écran pliable, notamment pour ajuster la plupart des applications à la taille de l'écran, mais après en termes de fonctionnalités, c'est très peu fourni je trouve. Au niveau des fonctionnalités, donc on a la taille d'affichage, le fait d'afficher des applications sur deux fenêtres différentes, comme je vous l'ai dit, c'est le cas où on a le menu à gauche et le contenu des menus à droite. On peut optimiser la disposition des applications. On a également la barre des tâches que l'on retrouve sur l'écran lorsqu'il est déplié, avec à gauche de quoi lancer n'importe quelle application ou tout simplement d'afficher directement les images, les documents ou toute autre chose. Au milieu, on retrouve de façon classique les applications que l'on aura mis dans la barre des tâches, et à droite, on retrouve les dernières applications que l'on aura ouvertes. Donc c'est une sorte de petit multitâche. C'est franchement pas mal. Au niveau des applications, on peut évidemment mettre des applications flottantes, et on peut en mettre par contre qu'une sur l'écran, même lorsqu'il est déplié, et ça c'est dommage. J'aurais bien voulu en avoir plusieurs, faire un peu comme un bureau Windows par exemple. À la place, ils se mettent dans un petit onglet à droite et on peut changer à la volée. Pourquoi pas, mais j'aurais bien voulu plusieurs images, du moins applis flottantes en même temps sur l'écran. Et on peut évidemment scinder l'écran en deux et en 3, du moins 3 pas totalement. En fait, on peut avoir deux écrans scindés de façon classique et on peut rajouter une troisième application en plein écran où on peut naviguer entre les trois écrans. Même si les trois écrans, on les a pas en même temps, je trouve ce système vraiment pas mal parce que ça permet d'avoir des écrans quand même assez grands, de naviguer facilement entre les trois écrans, et en plus de ça, on peut transférer des photos que l'on a dans l'album photo sur d'autres applications. Ça marche plutôt bien et ça, c'est vraiment pas mal. Par exemple, si on veut envoyer une photo directement sur Messenger, WhatsApp ou autre, eh bien on prend la photo, on fait un glisser-déposer dans sa messagerie et ensuite on peut envoyer la photo. Ça, c'est vraiment cool. On peut évidemment changer la disposition des écrans si on veut par exemple échanger de côté les deux applis, si on veut changer l'appli qui est en plein écran, et on peut enregistrer des groupes d'applications si jamais par exemple souvent on se retrouve avec Messenger et l'application photo à côté.
on peut enregistrer ce groupe-là pour qu'on le retrouve à chaque fois et éviter de refaire à chaque fois la manip pour avoir à gauche Messenger, à droite la photo. Ça également, c'est plutôt chouette, même si c'est des choses déjà connues. En tout cas, l'OS et la surcouche fonctionnent très bien. J'ai pas eu de bug ou quoi que ce soit, pas de crash, rien du tout. Donc ça, c'est un très bon point. La surcouche qui permet d'optimiser l'affichage des applications en plein écran marche très bien. Les seuls cas où j'ai eu des problèmes, c'est sur les jeux où j'ai des jeux qui ne sont pas compatibles et donc on a des grosses bandes noires sur le grand écran. Donc forcément, on ne gagne pas en termes d'affichage, dommage. Et sinon, on a des applications qui peuvent prendre quasiment tout l'écran, voire tout l'écran, mais c'est lorsqu'on vient replier le smartphone, évidemment, ça ne suit pas. Il faut relancer tout simplement le jeu si on veut l'afficher sur l'autre écran. Après, tout le reste des applications classique, lorsqu'on fait le changement d'écran, qu'on passe du petit au grand comme ceci, ou lorsqu'on passe du grand au petit, eh bien ça suit directement, on n'est pas obligé de relancer l'application, elle s'adapte à chaque fois. Ça également, c'est un excellent point, j'avais un petit peu peur là-dessus, et au final, j'ai eu peur pour rien. En termes de puissance, je vais pas m'étaler plus que ça, c'est du Snapdragon 8 Elite. Ça fait plusieurs fois maintenant que je teste des smartphones avec ce processeur et il marche toujours extrêmement bien, il est toujours méga puissant et ce qui fait que tout tourne à la perfection, ce qui fait que pour le pousser à bout, il faut vraiment y aller comme un bourrin et vous en avez pour plusieurs années avant de mettre à bout ce processeur. Pour ce qui est de la partie photo et vidéo, je vais pas m'étaler plus sur l'application parce que pareil, c'est du classique, il n'y a pas de fonctionnalité oufissime. On retrouve la partie classique photo, vidéo, le mode photo pro pour gérer au mieux les réglages, le mode portrait, le mode nuit, le mode auto-résolution, le mode panorama, etc., etc. Sachez que pour la partie vidéo, on peut faire du 4K 30 fps HDR sur tous les capteurs. Le 4K 60 fps en HDR sera seulement limité au capteur principal et au téléphoto. Vous aurez tout un tas d'options pour personnaliser vos photos et vidéos avec les scènes, les différents effets, également la possibilité de gérer le flou d'arrière-plan qui évidemment sera artificiel. Là où par contre ce qui est intéressant, c'est grâce au fait qu'on peut déplier le smartphone, eh bien on peut utiliser le capteur principal pour se prendre en selfie avec de quoi regarder tout simplement ce que l'on prend. Et ça que ce soit en photo ou en vidéo. Par exemple, ici, on a une petite icône pour dire hop, qu'on veut passer sur l'écran de devant. On peut maintenant prendre à pleine main avec le pouce sur l'écran ici, ça ne dérangera pas. Et on a du coup un retour sur le deuxième écran et donc se prendre tout simplement en selfie, comme ceci, en regardant tout simplement ce que l'on cadre. Ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment top parce que ça permet de se passer des capteurs selfie qui sont loin d'être les meilleurs. Et personnellement, je n'ai utilisé que cette option pour me prendre en photo, par exemple, ou me filmer, ce qui me permet d'utiliser le meilleur capteur pour la photo et la vidéo, même quand c'est pour me filmer ou me prendre en photo. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien. Pour ce qui est de la qualité photo et vidéo, comme d'habitude, je vous mets en lien dans la description un album où j'ai pris tout un tas de photos et de vidéos avec ce smartphone. J'ai changé un petit peu mon approche. D'habitude, je prenais tout le temps les mêmes photos aux mêmes endroits, mais certes, on va pouvoir trouver des différences entre les différents smartphones, mais je trouve que le mieux, en fait, c'est tout simplement de prendre des photos et vidéos que l'on prendrait au quotidien et voir si, au final, pour ce que l'on prend au quotidien, est-ce que c'est suffisant ou non? Et dans sa globalité, les photos et vidéos qui sortent du capteur principal et du téléphoto sont vraiment excellentes. Que ce soit en termes de couleur, en termes de luminosité, en termes de netteté. Franchement, ça prend de très belles photos. Il y a vraiment de quoi faire, que ce soit pour garder des souvenirs, pour tout simplement mettre sur les réseaux sociaux, que ce soit de jour ou de nuit. Ça marche extrêmement bien. Je suis même surpris par la qualité du x2 et du x6 numérique, où même là, ça prend vraiment d'excellentes photos. Par contre, au-delà du x6, bon, ça commence un petit peu compliqué. Au grand maximum du x10, ça dépend ce que l'on prend, parce qu'il y a des fois où ce que l'on prend en photo, le x10, ça rend plutôt pas mal. Et parfois, on prend des choses au x10 où c'est vraiment pas terrible. L'ultra grand angle, je le conseille vraiment de plein jour, parce que c'est le pire des trois capteurs à l'arrière. Pareil pour la vidéo, hein. Faites-le vraiment en plein jour, lorsqu'il fait vraiment beau. Lorsqu'il commence à faire un petit peu sombre, clairement, la qualité se dégrade grandement. C'est un capteur que je ne vous conseille pas lorsqu'il ne fait pas plein jour.
Et pareil pour les capteurs selfie, hein, ça fait le taf lorsqu'on est en plein soleil, mais dès qu'on est un petit peu dans la pénombre, ça commence à un petit peu avoir du mal. Je les ai utilisés juste pour tester un tout petit peu, mais vraiment, vu qu'on peut utiliser le capteur principal comme capteur selfie en dépliant l'écran, je ne passais que par là pour me prendre en photo si jamais j'avais besoin, ou même en vidéo. Voilà, donc clairement, je vous conseillerais toujours de passer par ça si vous voulez vous prendre en photo et pas par les capteurs selfie. Je trouve ça même d'ailleurs dommage qu'ils en aient mis un lorsqu'on déplie l'écran parce que clairement lui, je ne l'ai mais vraiment jamais utilisé. Au niveau de l'album, j'ai pas mis toutes les photos parce que la plupart des photos, il y a mon fils. Et j'ai pas envie de l'afficher, donc voilà, je suis désolé. Mais bon, déjà, il y a de quoi faire, il y a plus de 200 photos et vidéos, donc voilà, vous pouvez regarder, voir ce que ça donne. Pour ce qui est du son, malgré qu'on ait un haut-parleur en haut et en bas, ça reste du dépannage, hein. Les aigus, les médiums, ça va à peu près, les basses sont quasi inexistantes. Et si on pousse le son au-delà de 70-80%, ça commence à saturer, c'est vraiment pas du tout agréable. Et enfin, pour l'autonomie, pareil, je vais vous afficher les captures d'écran des autonomies que j'ai eues. Mais clairement, je m'attendais à bien pire. Je peux tenir facilement la journée sans aucun problème, que ce soit en utilisant le petit écran ou le grand écran. Et je peux quasiment tenir une journée et demie si je fais un petit peu attention. Et pour autant, le smartphone, je l'ai vraiment pas mal utilisé, hein. Donc clairement, excellent sur l'autonomie pour un smartphone pliant. Je m'attendais à bien pire. C'est pour moi validé. Donc en globalité, après un mois d'utilisation de ce smartphone, j'en suis vraiment très satisfait. Ça marche extrêmement bien, ce côté pliant, avec un écran classique et un gabarit de smartphone qui est classique. Lorsqu'on vient le déplier, on se retrouve sur un format tablette, avec un affichage bien plus agréable, notamment pour lire le contenu qu'on était en train de lire. Par contre, pour regarder, j'en ai pas parlé, mais pour regarder des vidéos, c'est pas mieux, hein, parce que là, on peut afficher quasiment en plein écran. Lorsqu'on vient déplier, eh bien en fait, la vidéo, on a de grosses bandes noires, peu importe qu'on l'ait dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc, on gagne à peine plus d'affichage. Moi, je préfère rester sur cet écran-là. Mais je trouve que la prise en main est très bonne lorsque le smartphone est plié, lorsqu'il est déplié également. Sur la majorité, voire la quasi-totalité des applications, on bénéficie de ce grand écran que l'on a ici. Tout marche parfaitement bien, avec une autonomie d'une journée à minima, et on a un smartphone qui est capable de prendre de très belles photos et de très belles vidéos. Maintenant, c'est le prix. Dans cette version-là, on est quand même à 1500 €, mais la chose étant, c'est qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous préférez avoir un seul appareil entre smartphone et tablette? Et dans ce cas-là, ce smartphone réunit parfaitement les deux, je trouve. Parce que moi, ayant en plus de ça une tablette que j'ai, hop là, ici, force est de constater que je l'ai un petit peu moins utilisé vu que j'avais ce smartphone entre les mains. Quand on regarde la taille, hein, certes, on a quand même une bonne moitié de tablette, hein, c'est pas un écran aussi grand, mais au final, je me retrouve quand même à moins utiliser la tablette. Ou alors, vous préférez un smartphone classique, voire un petit peu plus petit comme l'iPhone que j'ai ici, et avoir à côté une tablette bien plus grande si jamais vous avez besoin d'un affichage plus grand. Mais dans ce cas-là, le prix risque d'être bien plus cher. Enfin, ça dépend si vous prenez de l'entrée de gamme ou du haut de gamme. Mais même sur du bas de gamme, on va se retrouver à un prix proche des 1000 €. Et le truc, c'est que ce sera du bas de gamme. Donc, vous n'aurez pas une qualité d'affichage ou de photo aussi bonne que celui-ci, avec des smartphones qui seront également bien moins puissants, ainsi que les tablettes d'ailleurs. Si on prend à configuration équivalente en smartphone et en tablette, eh bien, on se retrouve quasiment au même prix que ce smartphone, voire plus cher. Là, ce sera une question d'utilisation et seul vous pouvez y répondre. Alors, est-ce que je conseille ce smartphone? Bah, en fait, ça dépend encore une fois de votre utilisation. Si vous voulez réunir les deux et éviter d'acheter deux appareils, oui, je peux vous le recommander parfaitement. Si jamais vous voulez le meilleur photophone possible, c'est pas ici qu'il faudra se diriger, il faudra faire des concessions. Si vous voulez le smartphone le plus endurant, pareil, c'est pas ici qu'il faut aller parce qu'il y a des smartphones qui font beaucoup mieux, à l'image du OnePlus 13 que j'ai évoqué dans cette vidéo. En termes de puissance brute, il est excellent, j'ai rien à dire. Et si jamais vous achetez un smartphone pour une utilisation basique, vous n'avez pas besoin de ce smartphone-là. Celui-là, il est vraiment très bon quand vous consommez énormément de contenu, que vous faites de la retouche photo ou vidéo, le fait d'avoir un grand écran, c'est beaucoup plus pratique. Et si vraiment vous voulez avoir un affichage beaucoup plus grand, mais que vous ne souhaitez pas avoir deux appareils différents, voilà.
vous avez ce qu'il faut ici. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo et la chaîne, ainsi qu'à passer par le lien traqué si jamais ce smartphone vous intéresse. Je vous en remercie énormément. Encore une fois, merci à Trading Shenzhen de m'avoir prêté le smartphone. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Prochaine vidéo sur une rétro console et j'ai des choses à vous expliquer parce que les tests vont un petit peu changer.